Oui, je vais aborder un point un peu différent dans la carrière d'Abel Rémusat, c'est son côté médecin. Alors, tout au long de sa vie, Jean-Pierre Abel Rémusat fut en relation avec l'art médical, par sa famille, par ses études, par quelques moments de pratique, et enfin par ses écrits. Pour sa famille, donc son père, Jean-Henri Rémusat, était l'un des 6 chirurgiens privilégiés du roi. Donc vous voyez, il naît dans une famille de médecins. Famille d'ailleurs qui lui a procuré un réseau intellectuel et social important. Par exemple, Claire de Landresse, donc l'exécuteur testamentaire d'Abel Rémusat, note qu'à un certain moment, un membre de la famille Rémusat, qui était établi à Constantinople, a aidé Michel Fourmont lors du voyage de ce dernier en Grèce. Et Michel Fourmont n'est autre que le frère d'Étienne Fourmont, dont on a parlé au sujet du dictionnaire chinois. Donc Jean-Pierre Abel Rémusat montra dès sa jeunesse un esprit curieux, passionné et porté à l'observation naturaliste. Il constitua ainsi un herbier arrangé d'après un système de classification qu'il avait lui-même mis au point. Alors je ne reviendrai pas sur ce bel exemple de sérendipité, on peut dire, que vient d'évoquer Georges Métayer au sujet de l'herbier chinois de l'abbé de Tersan. Mais désormais, donc, goût pour les sciences, mais surtout passion pour apprendre sur la Chine, seront les 2 moteurs de la vie intellectuelle d'Abel Rémusat. Alors, certaines circonstances poussèrent Jean-Pierre Abel Rémusat à la mort de son père en 1805 à faire le choix d'une carrière médicale, même si cela se fit sans enthousiasme. Comme le note Landresse, il sacrifia sa vocation et tous ses goûts pour suivre le vœu de celui qu'il venait de perdre, c'est-à-dire son père. Dès lors, Abel Rémusat mena de front ses recherches liées à la Chine et, dans la souffrance, on peut dire, ses études médicales. Il note par exemple dans une lettre à son ami Jean Day, qui était médecin également, « J'ai mes examens médicaux à passer, ce qui est de toutes mes affaires, celle que j'ai le plus en horreur. » Nonobstant ces difficultés, Abel Rémusat va soutenir le 25 août 1813 une thèse à la faculté de médecine de Paris, sa thèse sur laquelle je reviendrai rapidement un peu plus tard, sur le diagnostic par l'examen de la langue, intitulé en latin Dissertatio de glosso semioticae. Et puis après, il y a un petit... on signale que c'est en particulier chez les Chinois. Alors la soutenance de la thèse fut un succès public, comme il le remarque avec le contentement de lui-même qui le caractérise. « Nous avons parlé latin pendant 1 heure, tout s'est passé à merveille, j'ai eu un nombre d'auditeurs prodigieux, au moins 150, et néanmoins les thèses sont fort peu suivies en ce moment. » Je signalerai aussi que la thèse commençait le matin à 6 heures, à la soutenance de la thèse. Bon, avis. Alors, avant de revenir sur le contenu de ce travail, où notre auteur a réussi à allier Chine et médecine, il est utile de faire un rappel rapide au sujet de la médecine et de son enseignement à Paris en 1813.
Alors en 1813, cette école de médecine de Paris a vraiment une prédominance en Europe, et les médecins et les étudiants étrangers accourent dans la capitale française. Se développe à ce moment ce qu'on peut appeler l'école anatomo-clinique parisienne. Le médecin de Napoléon, Corvisart, élabore aussi la nouvelle clinique parisienne. Il y a 2 points importants à ce sujet-là: l'observation des faits cliniques et l'analyse des sensations. Et l'anatomie pathologique est également en plein essor, avec une pratique continue de la dissection. Alors ce moment très intense de naissance d'une médecine hospitalière a ses acteurs, et il est frappant de voir que dans le jury de thèse d'Abel Rémusat, plusieurs de ces acteurs très importants se trouvent à l'écouter. Alors le doyen de la faculté, à ce moment-là, était Jean-Jacques Leroux des Tillets, mort du choléra en 1832. Je signalerai à ce sujet-là que probablement Rémusat, qui meurt en 1832, comme beaucoup d'autres, comme Champollion et tout ça, ne serait lui pas mort du choléra, mais des suites d'une maladie qui se développait depuis un certain temps chez lui. Alors dans ce jury de thèse, on peut voir, je ne sais pas si c'est pas très facile de voir peut-être, mais il y avait l'Allemand qui était chirurgien en chef de la Salpêtrière, Alphonse Leroy, chirurgien obstétricien, Philippe-Jean Pelletan, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu. Le président du jury était Pierre-François Percy, qui fut chirurgien en chef de la Grande Armée. Philippe Pinel, très fameux pour avoir introduit le traitement moral des maladies de l'esprit, qui était examinateur aussi. Et Guillaume Dupuytren, chirurgien en chef à l'Hôtel-Dieu, également examinateur. Donc tous ces personnages fameux se réunirent le 25 août 1813 dans la faculté de médecine de Paris, un lieu qui symbolisait lui aussi la domination de l'école parisienne. Alors, les bâtiments de la faculté se trouvaient de part et d'autre de la rue des Cordeliers, où on trouve aujourd'hui encore, séparés par la place de l'école de médecine. Et ils comprenaient des amphithéâtres, une bibliothèque, un musée, des pavillons de dissection, un jardin botanique qui se trouve à l'emplacement de la rue Racine. Et l'enseignement clinique était réparti en 3 chaires, la clinique interne, la clinique externe et la clinique de perfectionnement. Et en 1813, il y avait 2334 étudiants inscrits pour l'ensemble des 4 années d'études. Donc je passe maintenant à cette thèse de médecine que va soutenir Abel Rémusat. Alors il faut souligner déjà que c'est une thèse qui n'a pas une ampleur extrême, puisqu'elle comprend une introduction de 4 pages, une dissertation de 12 pages et une page de citation en grec tirée du corpus hippocratique. C'est une thèse en latin qui a l'ambition de comparer les pratiques de diagnostic fondées sur l'examen de la langue en Europe depuis Hippocrate et en Chine. Alors pour la partie chinoise, Abel Rémusat probablement s'est fondé sur
le De indicis morborum ex lingua coloribus et affectionibus, qui est la 6e partie de l'ouvrage publié sous la direction, édité par Andreas Kleyer en 1682. Alors je ne reviens pas là sur les questions entre Kleyer, Boehm et tout ça, je pense que ce sera évoqué un peu plus cet après-midi par M. Zhang Xiping. Alors en médecine chinoise, la technique de diagnostic par l'aspect de la langue s'est développée principalement entre la dynastie des Song et celle des Yuan. Je ne rentre pas dans les détails, mais l'examen est fondé sur l'aspect, la couleur, l'enduit, la forme de la langue. Et au début des Qing, par exemple, Zhang Teng considérait en 1668, dans son Shanghan Shetian, que le diagnostic fondé sur l'observation de la langue était supérieur à celui reposant sur la prise des pouls. Alors, donc, dans cette dissertation, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'on est un peu pris par le temps, mais dans son introduction, Abel Rémusat souligne qu'il y a un certain nombre d'écrits chinois concernant les sciences naturelles qui mériteraient un intérêt de la part des Européens, et qu'il en va de même pour ce qui est de la médecine, malgré le style abstru, dit-il, adopté par les médecins chinois. Et puis, donc, il accuse Kleyer d'avoir volé les écrits de Boehm, mais je passe. Et donc, dans le corps même de la dissertation, Abel Rémusat, dans le premier paragraphe, fait un rappel sur les liens établis entre l'état de la langue et les troubles des viscères. Alors, il cite beaucoup Hippocrate, mais aussi des auteurs plus récents tels que Bordeu ou Pinel, qui étaient dans son jury. Il fait un rappel aussi de la description anatomique de la langue, selon Galien, mais aussi selon Morgagni, par exemple. Et puis, il passe en revue les différentes formes de langue, alors rouge ou blanche ou noire, qui est la pire. Et en général, il dit, voilà, dans la tradition hippocratique, voilà ce qu'on pensait, voilà ce qu'on pense dans ça c'est un extrait de ce livre édité par Kleyer. Et l'idée en général de Rémusat, c'est que les observations de la tradition européenne, de la médecine européenne, et celles de la médecine chinoise se recoupent absolument. Alors il finit aussi, c'est assez intéressant, dire qu'il y aurait une nécessité de se fonder non sur les travaux des, dit-il, Duhalde, Jartou, Osbeck, Buchholz, etc., mais sur les textes chinois eux-mêmes. Et ça, c'est une chose qui revient très régulièrement dans les écrits de Rémusat. Alors, une fois obtenu sa thèse, Rémusat ne s'empresse pas, semble-t-il, de pratiquer la médecine. Simplement, on note un de ses biographes, Audifray, note que
en 1813, il y a un rappel des conscrits libérés. Et là, probablement, Rémusat va servir comme chirurgien aide-major aux nouvelles succursales des hôpitaux militaires de Paris. Et il a été à un moment adjoint au médecin en chef à l'hôpital de Montaigu. L'hôpital militaire de Montaigu, qui se trouve à quelques pas d'ici, qui se trouvait plutôt, se trouvait donc dans ce qui est aujourd'hui la rue Valette. Et cet hôpital était une prison militaire à un moment après la Révolution. Et les bâtiments ont été rasés en 1842 pour laisser la place à la future bibliothèque Sainte-Geneviève. Enfin, le fait est que probablement Abel Rémusat va pratiquer un tout petit peu cette médecine. Dans les biographies qui paraissent à ce moment-là, la biographie des vivants, on note que sous la direction probablement de Pierre-François Percy, il est d'une grande activité. Cela dit, on note aussi que Rémusat a changé un tout petit peu après sa biographie, puisque, comme on l'a déjà signalé, les temps étaient particulièrement troublés, que le 30 mars 1814, comme vous le savez, les troupes alliés contre Napoléon prennent possession de Paris, et que, par exemple, Percy, qui était grand chirurgien de la Révolution, de l'Empire, eh bien, se retrouve aux abattoirs de Paris à soigner, semble-t-il, les blessés russes et prussiens. Donc, comme vous le savez, Rémusat a été nommé par Louis XVIII, et cet épisode 1813-1814 peut-être le gênait, et dans une biographie universelle parue en 1836, eh bien, il fait noter que c'est à tort que les biographies Michaud et Arnaud lui ont fait l'honneur d'avoir donné des soins aux soldats blessés qu'on avait réunis dans les abattoirs de Paris. Donc il y a toute une gestion en quelque sorte de sa pratique médicale au gré de l'atmosphère politique. Alors quel a été le regard d'Abel Rémusat sur la médecine chinoise? Eh bien, il se trouve que 6 jours après la soutenance d'Abel Rémusat à la faculté de médecine, il y a une autre thèse soutenue le 31 août 1813 sur recherche historique sur la médecine des Chinois, soutenue par M. François Albin Lepage. Alors c'est une synthèse beaucoup plus longue, en français, de 103 pages, qui reprend les informations données par les écrits missionnaires, par Cossini, par McCartney, et très rapidement, Abel Rémusat fait une recension de cette thèse. Alors probablement il connaissait personnellement Lepage, et il signale la chose suivante. Donc
donc il trouve que la publication de Lepage est intéressante. Simplement, il lui fait le reproche de ne se fonder que sur des travaux de seconde main et non pas sur les publications, sur les textes chinois eux-mêmes. Alors voilà ce qu'il dit. Monsieur Lepage, je cite Abel Rémusat, Monsieur Lepage, d'après cet exposé, fait connaître les bases physiologiques sur lesquelles repose le système médical des Chinois. Et d'après cet exposé, on devrait conclure que ceux-ci sont ou de bien mauvais médecins, s'ils se conduisent d'après leurs principes, ou de bien mauvais raisonneurs, si, en partant de pareils principes, ils parviennent jamais à guérir leurs malades. Et après, Rémusat dit, mais peut-être cela vient d'une mauvaise traduction. Tout particulièrement, il accuse Boehm de dire, voilà, lui, il n'y connaissait rien, et il ne connaissait pas le sens technique, en quelque sorte, des termes chinois. Et il a donné une mauvaise image de la médecine chinoise. Donc, il faut regarder les textes chinois. Je signalerai aussi que Lepage, parce que je sais que certains ici se sont intéressés à la médecine légale ou à la médecine forensique, que Lepage signale l'existence du Xiyuan. Alors, comme vous le savez aussi, Abel Rémusat s'est intéressé à la bibliothèque du roi, dont on a parlé, et il reprend certaines des notices de Fourmont. Et à un moment, par exemple, il parle du Shanghan Zhongtu. Alors le Shanghan, vous savez, c'est cette catégorie nosologique très importante en Chine où il y a un ensemble de maladies qu'on attribue à l'origine à l'action du froid. Et là, alors Fourmont avait traduit le texte, le titre en utilisant les termes de blessure, Shan, c'est pas idiot, et de tyrannie également. Et Abel Rémusat souligne que, en fait, ce n'est que la péripneumonie. Et là, je pense que Rémusat est un peu poussé en quelque sorte par son propre savoir médical dominant, en quelque sorte, et que là, de toute évidence, il n'a pas regardé vraiment le texte chinois, puisque ça ne peut pas se réduire à simplement une péripneumonie. Alors, on sait aussi qu'il y avait dans sa propre bibliothèque, Abel Rémusat avait un certain nombre de livres chinois ou sur la médecine chinoise. Le livre de Tenrin, qui est à l'origine de la connaissance de l'acupuncture en Europe. Le livre de Kleyer aussi. Et puis, par ailleurs, par exemple, une belle édition du Pensao Kangmu. Alors, mais quelle a été vraiment cette attitude de Rémusat vis-à-vis de la médecine chinoise elle-même? Dans un article paru dans la Revue des Deux Mondes en 1833, Jean-Jacques Ampère signale que Abel Rémusat n'a montré qu'un médiocre intérêt pour la médecine chinoise. Voilà ce que dit Ampère. Bien qu'il fût docteur en médecine, M. Rémusat a peu fait pour éclaircir la médecine chinoise.
Sans doute, elle l'avait rebuté par les pratiques bizarres et superstitieuses qu'elle mêle à ses recettes. Et là, on voit un discours assez habituel à ce moment-là, je ne dis pas au XVIIIe siècle, mais au début du XIXe siècle, au sujet de certaines médecines qui n'étaient pas dans le courant de la fameuse médecine anatomo-clinique développée à Paris. Et Ampère signale malgré tout que la vogue de l'acupuncture lui fournit l'occasion de donner quelques détails sur ce procédé usité à la Chine et au Japon et peut-être trop vite abandonné parmi nous. Car de fait, pendant une dizaine d'années, il y a eu cette fameuse utilisation des aiguilles pour poncturer certains points, et il y a eu une sorte de vogue entre 1815-16 et 1825 à Paris, à Londres aussi, au sujet de l'acupuncture. Par exemple, Louis Berlioz, médecin et père du compositeur Hector Berlioz, fit paraître en 1816 ses mémoires sur les maladies chroniques, les évacuations sanguines et l'acupuncture. Et il dit avoir soigné une jeune fille qui avait une fièvre nerveuse de la façon suivante: je songeais à l'acupuncture, je la proposai, elle fut essayée. La malade se servit d'une aiguille à coudre, enduite de cire d'Espagne, vers son œil. Elle l'introduisit elle-même, perpendiculairement d'abord, et ensuite parallèlement aux parois abdominales, pour éviter la douleur. Dès la première piqûre, les accidents cessèrent comme par enchantement, et le calme était complet. Et il y a en effet une mode de l'acupuncture, des grands chirurgiens comme Cloquet, comme Sarlandière, comme Pelletan s'y intéressent. Et Sarlandière, qui était une sorte de physiologiste, proposa dès 1825 l'électroacupuncture. Alors c'est une telle mode que dans les vaudevilles, on cite l'acupuncture. Par exemple, il y a un passage dans un petit vaudeville qui s'appelle le charlatanisme de Scribe. La chose suivante: le système des aiguilles, oui, pour guérir on vous pique, système économique qui depuis ce moment répand la joie en nos familles. Car nous avons en magasin plus de bonnes aiguilles que de bons médecins. Quoi qu'il en soit, donc, Abel Rémusat publie en 1825 un article sur la question de l'acupuncture. Et alors, il s'intéresse surtout aux hypothèses qui sont formulées à ce moment-là sur le mode d'action de l'acupuncture, en liaison avec le système nerveux. Et voilà ce qu'il note, par exemple: c'est surtout dans les questions relatives à l'action du fluide électrique sur le système nerveux que se présentent les difficultés qui séparent les vitalistes des physiciens, difficultés peut-être insurmontables, mais qui du moins sont loin d'avoir été surmontées jusqu'ici. Donc tout d'un coup, il rentre dans les débats qui ont lieu, voyez, entre les vitalistes, qui est un courant médical de fin XVIIIe siècle et début XIXe siècle aussi. Les physiciens, au fond, ils ne parlent pas du tout de l'acupuncture telle qu'elle pouvait être pratiquée en Chine, mais sur les questions soulevées par les médecins parisiens. Cependant, il note que on a désormais quelques traductions
par exemple celle proposée par Sarlandière, que j'ai évoquée sur l'électroacupuncture, qui a publié un petit opuscule japonais traduit par un chirurgien néerlandais, Titsing. Et cet opuscule japonais précise que l'important est le choix des endroits, des points à poncturer, l'existence de figures, vous savez, des mannequins d'acupuncture pour s'entraîner et pour passer les examens, etc. Donc, on commence à connaître un peu mieux cette acupuncture. Et une fois de plus, Rémusat voudrait connaître mieux ces pratiques, et il dit il n'y a qu'une possibilité, c'est de se reporter aux textes chinois eux-mêmes, même si en même temps il a des réflexions très, malgré tout, méprisantes au sujet de ces pratiques médicales chinoises, que la plupart du temps, dit, je cite, qui ne sont que d'un empirisme ignorant et crédule. Donc il y a vraiment toute une sorte de... Pour conclure, je dirais que malgré sa formation médicale solide, et peut-être à cause de cela, Abel Rémusat ne montra guère d'enthousiasme pour le métier de médecin, c'est une chose, mais pas non plus au sujet de la médecine chinoise elle-même. Le moment épistémologique du début du XIXe siècle ne laissait pas de place pour un désir empathique de compréhension du système explicatif et curatif chinois de la maladie. Le dynamisme novateur des courants de la médecine hospitalière parisienne, plein de bruit conceptuel et de fureur conflictuelle, ne pouvait s'intéresser à d'anciennes notions qu'en les phagocytant et en les réduisant à des protocoles techniques expérimentaux. Et ce n'est que bien après, et Lucia Candelis en parlera plus tard, qu'il y aura un regard différent sur la médecine chinoise à partir de la fin du XIXe siècle. En revanche, il me semble que cette formation de médecin chez Abel Rémusat lui a donné la possibilité d'emmagasiner une sorte de méthode intellectuelle, et tout au long de sa vie, de sa courte vie, il s'est intéressé à des publications médicales contemporaines. Par exemple, en 1825, plutôt en 1826, excusez-moi, il fait une recension d'un livre de Magendie qui a fait la première démonstration expérimentale de la différence entre les nerfs moteurs et les nerfs sensibles. Et voilà ce qu'il dit, c'est vraiment, je crois, son credo intellectuel. Tels sont les avantages qui doivent recommander ce précis aux étudiants, qui prendront, en le lisant, ces habitudes de critique et cet esprit d'investigation si nécessaire dans une science où l'on doit, comme dans toutes les autres, la sinologie, je crois, se soumettre désormais sans réserve au joug de l'observation et de l'expérience. Je pense qu'il y a une question de méthode qu'il a, je crois, pu aussi bien assimiler en tant que médecin qu'en tant que sinologue. Merci.